On est ensemble avec vous sur Sud Radio et nous débattons. Nous sommes le vendredi 23 avril. Virginie Leguet, bonjour, journaliste, bonjour éditorialiste politique. On vous retrouve sur LCI aux côtés de Christophe Beaugrand. C'est quand? C'est le samedi Tous les matin. samedis, tous les dimanches. Tous les samedis, tous les dimanches. Pas de week-end pour Virginie Leguet. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Et on vous retrouve sur Sud Radio tous les mercredis matins. Lui, il a des week-ends, il a bien calculé son coup. Ouais. Il est très beau aujourd'hui, Alexis, avec sa cravate. Vous avez un rendez-vous? Il est insolemment bronzé. Non, vous avez un rendez-vous? Non, mais vous êtes toujours très chic. C'est pour vous. Voilà, Valérie, merci. Vous êtes toujours très chic. Moi, je suis en Friday wear. Pour ceux qui ne nous voient pas, j'ai mis une chemise en jean. Voilà, vous pouvez nous suivre en vidéo, YouTube, Facebook. Régis de Castelnau, il est chez lui, donc il est cool. Bonjour. Vous êtes avocat. Votre blog sur lequel on peut lire votre plume acérée. Le produit de votre plume acérée, c'est Vue du droit. Votre livre, Une justice politique. On va en parler parce que je voudrais vous le soumettre. Un de mes coups de gueule est paru aux éditions de L'Artilleur et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Et Serge Grouard, bonjour, maire LR d'Orléans. Bonjour à vous. Bonjour monsieur le maire. Merci d'être avec nous également. Haro sur les états généraux de la laïcité. Qu'est-ce qu'elle s'est pris dans la figure, Marlène Schiappa, avec ses états généraux de la laïcité de toutes parts, et même le président de la République apparemment qui n'a pas du tout apprécié. Revenons sur la conférence de presse de Jean Castex, tout ça pour ça. Est-ce qu'il ne devrait pas arrêter de faire des conférences de presse pour ne rien dire? Bref, beaucoup de choses à dire sur rien. On commence avec le tour de table. Le tour de table, commençons avec vous, Serge Grouard. Coup de cœur. Écoutez, c'était comme vous, j'avais un certain nombre de coups de gueule qui viennent naturellement en ce moment, mais je me suis dit que les gens n'avaient pas trop le moral. Voilà. Alors, j'ai préféré un petit coup de cœur. Bon, moi, vous le savez, je suis passionné d'astrophysique. On vit en ce moment des moments assez fabuleux avec Thomas Pesquet, puis avec le programme Mars, vous savez, Persévérance. Alors moi, je vous propose avec ce coup de cœur de voyager beaucoup plus loin, d'aller infiniment plus loin dans notre galaxie, la Voie lactée. Parce qu'il y a un fabuleux programme de recherche qui est en train de se terminer, dont on a peu parlé. C'est Le Point qui en a parlé cette semaine. Programme avec un satellite qui s'appelle Gaïa et qui a fait un truc absolument formidable avec une équipe aussi de chercheurs, dont une Française remarquablement brillante, Céline Rélé, il faut le dire, parce qu'on a des chercheurs remarquables. Et ce satellite et cette équipe ont pu cartographier une partie de la Voie lactée. Alors, tenez-vous bien, c'est 1,7 milliard d'étoiles qui ont été scrutées, analysées, cartographiées. C'est énorme, c'est colossal, ça ne s'était jamais fait. Et puis alors, vous vous tenez encore mieux, parce que ce 1,7 milliard, c'est qu'1% seulement du nombre d'étoiles a priori dans la Voie lactée. C'est un truc complètement fabuleux, énorme. Et notre galaxie, elle n'est qu'une, a priori, parmi à peu près 2000 milliards, parce qu'on a rehaussé 2000 milliards de galaxies dans l'univers. Tout cela pour nous ramener à beaucoup de modestie, et tout cela pour dire également que la science est en train de faire, de manière très tranquille, posée, sans que ça se voit trop, mais des progrès en ce moment comme jamais, je pense qu'il y en a eu dans l'histoire de l'humanité. C'est formidable. Alors, je vous donne un ou deux exemples rapidement. On a découvert, on a validé la théorie des trous noirs il n'y a pas si longtemps que ça. Au milieu, au cœur de notre Voie lactée, très caché, on a un énorme trou noir. Il fait 4 millions de soleils. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça c'est vertigineux. C'est vertigineux. On a découvert des tas d'exoplanètes. On découvre des exoplanètes, c'est-à-dire en dehors du système solaire, tous les jours. Il y aurait des milliards d'exoplanètes dans la Voie lactée. Et là, il y en a qui sont dans ce que l'on appelle la zone habitable autour de leur étoile. Et là, il y a sans doute, peut-être, les conditions réunies pour favoriser le développement de la vie. Alors tout cela, ça me fait rêver. On a une société qui est très critiquable, qui par moments nous agace beaucoup, mais il y a quand même aussi des choses formidables qui se passent. Donc voilà, c'était mon coup de cœur de ce matin. Eh bien, écoutez, vous nous avez emmené très très loin et Thomas Pesquet nous emmènera un petit peu moins loin, mais tout de même, ce sera à suivre tout à l'heure sur Sud Radio à midi moins le quart avec Christine Bouillot. Oui, vous vouliez dire, Je voudrais répondre, Régis. oui. Alors,
pour approuver, moi, dans mon jeune temps, j'ai eu une grosse passion pour l'astronomie. Quand je feuillette mes livres de cette époque et que je vois où on en est aujourd'hui, mais c'est vertigineux. Les progrès qui ont été faits, c'est de la folie furieuse. Alors, je pense que la puissance de calcul qu'on développe maintenant est un des moteurs de cet extraordinaire changement. Regardez ce qui se passe, on envoie des drones sur Mars, excusez du peu. Ouais. Bon, en revanche, Serge, concernant la vie ailleurs, non, je pense que je suis tenant de ceux qui disent que le paradoxe de Fermi, qui fait que s'il y en avait, on aurait dû l'avoir. Déjà. Non, elle est hors de portée. Elle est tellement alors elle est hors de portée, mais je pense non, c'est vraiment, enfin, je veux dire, pour la discussion, je pense que le nombre de facteurs qui ont permis l'apparition de la vie sur la Terre, qui était absolument indispensable, fait que au tirage du loto, je veux dire, il y a 70, 80 occurrences indispensables, sans compter des conditions pour que la vie apparaisse. C'est plus, si vous faites le calcul comme au loto, pour le tirage des 6 boules, c'est plus qu'il y a de galaxies et d'étoiles dans tout notre univers connu. Il faudrait faire le calcul, mais je ne pense pas. Je ne suis pas certain, en tout cas. Je suis pas certain. Il faut faire le calcul, là. Il y a un bouquin que je vous recommande d'un astrophysicien qui s'appelle Magnan, qui s'appelle le théorème du jardin et qui explique ça très bien. Voilà, non, mais c'est vraiment de la spéculation pure. Tout à fait, mais le débat est ouvert. J'aime bien. Il va durer un certain temps, encore. Le débat est ouvert. Nos auditeurs sont passionnés, évidemment, par ce sujet. Stéphane nous dit, comme l'univers est en expansion, c'est toujours plus. Peut-être la découverte d'une 5e force de la nature grâce à l'expérimentation des muons dont nous parlait hier notre ami Éric Vérag. Voilà. Donc pas mal de choses. Revenons un petit peu sur Terre. Virginie, vous, c'est un coup de cœur ? Oui, un coup de cœur. Oui, moi aussi, j'avais pensé que c'était le jour où on pouvait peut-être donner des bonnes nouvelles ou des nouvelles encourageantes. Il s'agit d'une initiative qui s'appelle Génération Visio et qui consiste à relier, évidemment, grâce à un ordinateur, des personnes âgées avec des cours et des conférences de toutes sortes pour un prix extrêmement modique parce que c'est 12 € par mois. Mais la vraie particularité qui m'a intéressée dans cette initiative, c'est que chaque personne âgée peut choisir un membre de sa famille pour suivre en même temps que lui, ou en replay les mêmes ateliers, ce qui peut donner lieu à des conversations entre une grand-mère et une petite fille, entre une grand-mère et un de ses enfants, sur un atelier qui aurait été un atelier littéraire ou un atelier artistique. Ça permet aux personnes âgées qui sont très souvent isolées chez elles et éloignées de leur famille, particulièrement ces temps de pandémie, d'être en lien avec d'autres membres de leur famille, d'autres membres de même d'autres générations, et de créer des sujets de conversation qui parfois, à distance, avec l'assèchement des relations, peut disparaître. J'ai trouvé que c'était une excellente initiative, très généreuse, très peu cher et très facile d'utilisation. J'ai été regarder sur le site qui est très ludique et très simple. Bon, écoutez, c'est une très très bonne initiative. Vous avez raison de nous le signaler. Ça fait bien de parler de choses positives. Alexis, vous, c'est un petit peu moins positif. Moi, j'ai plombé l'ambiance. On revient sur Terre. Moi aussi, t'inquiète pas. Bon, ça va. Non, mais c'est sûr, j'en ai ras-le-bol d'entendre c'est incompréhensible. Hier à Lille, des abrutis ont mis le feu à une école maternelle ou primaire, je ne sais plus. Les pompiers ont été appelés, les 3/4 de l'école ont brûlé et les pompiers ont été victimes de tirs de mortier, de tirs de projectiles, etc. Qui sont ces gens qui attaquent les pompiers ? Qui sont-ils ? Et qui brûlent les écoles maternelles. Bon, bref. Mais j'aimerais comprendre. Enfin, il n'y a pas de logique, mais qui sont ces personnes ? Qu'est-ce qu'elles font là ? Et qu'est-ce qu'on a raté pour avoir de tels abrutis dans notre société ? C'est vraiment un gros ras-le-bol parce que c'est quasiment hebdomadaire, si c'est pas quotidien. Ça, c'est un fait divers dont on va parler parce qu'il y a une école brûlée, parce que voilà. Mais le fait que les policiers et les pompiers soient cassés systématiquement quand ils vont en intervention dans certains quartiers, c'est juste devenu normal. Enfin, on a l'impression que c'est quelque chose qui est, voilà, c'est comme ça. Ils le savent d'ailleurs quand ils partent en intervention. La responsable, la pompier qui était responsable des interventions, a dit on a beaucoup de chance qu'il y ait peu de blessés au sein du corps des pompiers intervenants ce soir-là. Mais c'est quoi ? On est où ? Et on a un ministre de l'Intérieur qui continue à gesticuler. Tourcoing, 4 nuits d'émeute chez lui. Il serait temps qu'il s'en occupe peut-être plutôt que de faire des grandes lois sur le séparatisme. Donc voilà, il y a un vrai problème de fond
à la fois de respect du bien commun, brûler une école, les pompiers qui sont là pour les autres, justement, c'est quand même un des rares métiers, comme les soignants, on est là pour les autres, et voilà comme ils sont traités. Je ne comprends pas qui sont ces gens-là et pourquoi ils font ça. Et franchement, j'en ai marre. Et vous pourrez peut-être dire un mot juste après le journal, c'est l'heure du journal, il est 11h, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi pour débattre, commenter l'actualité. On va parler des états généraux de la laïcité. Marlène Schiappa a lancé ces états généraux. Elle se fait tacler de toutes parts et même par le président de la République, plutôt étonnant. Et puis la conférence de presse hier de Jean Castex et d'Olivier Véran. Tout ça, pour une extrême prudence. Ils ont peut-être raison d'être extrêmement prudents, mais dans ce cas, autant ne pas forcément parler. Mais c'est vrai que s'ils ne parlaient pas, on dirait pourquoi ils ne parlent pas. Donc tout ça est très compliqué. Régis de Castelnau, avocat, Vue du droit, c'est votre blog, votre livre Une justice politique est paru aux éditions L'Artilleur. Vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Serge Grouard, maire LR d'Orléans, Virginie Leguet, journaliste et éditorialiste politique, et Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Et on vous retrouve tous les mercredis matins sur Sud Radio pour l'édito politique dans la matinale. Peut-être un mot ou plus, si vous le souhaitez, de ce qu'évoquait tout à l'heure Alexis Poulain juste avant le journal, à savoir cette école maternelle brûlée, ces pompiers qui se font agresser. On a l'impression que tout cela est d'une banalité absolue, mais on ne s'y fait pas. Peut-être, monsieur le maire, avez-vous été confronté à ça ? On a été confronté il y a bien longtemps, il y a maintenant près d'une vingtaine d'années, à ce type de situation avec une dégradation des violences, quasiment des presque émeutes urbaines, hein, comme on disait et comme on continue de dire. Alors moi, je continue de dire, et sans aucune prétention de ma part, hein, je ne suis pas donneur de leçons, oui. Et les situations sont très fragiles, mais nous avons mis sur Orléans en place un certain nombre de dispositifs et qui allient la répression et la prévention, les deux en même temps. Il faut restaurer l'autorité, qu'elle s'impose, qu'elle soit ferme et sans concession. C'est l'autorité publique, il n'y a pas à transiger là-dessus. Et j'allais dire, il y a aussi en amont à mener, notamment pour les plus jeunes et les très jeunes, des politiques de prévention pour qu'ils évitent de tomber eux-mêmes dans cette délinquance. Et puis il y a un dernier problème, et je fais rapide, le problème des trafics de stupéfiants qui nous pourrissent nos villes et nos quartiers. Et là, il faut mettre le paquet, je dis bien le paquet. Il y a des mesures qui sont prises, il y a des choses qui sont faites, mais qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et donc, quand on aura cette économie souterraine qui nous pourrira la vie, on n'aura pas vraiment de résultats. Oui. Oui, je sais pas, Virginie. Moi, je pose une question au maire que vous êtes. On a vu récemment dans l'affaire de Viry-Châtillon qu'il s'agissait de mineurs et que parce qu'il s'agissait de mineurs, la législation qui s'applique à eux paraît plus indulgente que lorsqu'il s'agit de majeurs. Or, il s'agit très souvent de mineurs, comme si les mineurs étaient utilisés par les majeurs pour faire ce qu'eux-mêmes ne veulent pas faire, parce qu'ils seraient plus exposés. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à modifier dans la législation des mineurs? Il y a certainement des évolutions à faire, mais moi je me méfie beaucoup de toujours reporter sur la modification de la législation, parce que c'est une sorte de manière de se défausser de la réalité des problèmes. Je me permets juste de donner 2 chiffres. Sur Orléans, nous avons, depuis le début des années 2000, une baisse de 80% de la délinquance. Et à l'intérieur de cela, nous avons une baisse de plus de 20% de la délinquance des mineurs. Cela veut dire, et moi je ne l'explique que d'une manière, c'est par les dispositifs de prévention que nous mettons en place depuis des années, les dispositifs de réussite éducative très concrets. Quand il y a des gamins qui sont virés du collège, on les reprend, on ne les laisse pas traînailler dans la rue. On leur propose des programmes avec des éducateurs, avec des gens qui sont spécialisés sur ces sujets-là. On a pour les plus petits ce qu'on appelle des clubs coup de pouce clé, qui permettent, c'est de l'aide au travail le soir, écrire, lire, compter. On a des séries d'autres dispositifs qui sont en fait de la carte et pas du menu.
Et on dépense de l'argent là-dessus aussi. Nous, le budget que l'on met sur la prévention, c'est d'à peu près 7 millions d'euros par an. Vous voyez, donc il faut avoir aussi les moyens de le faire. Mais dans le même temps, et c'est ce qui malheureusement a opposé depuis des années dans notre pays la droite et la gauche, et c'est idiot, il y a d'un côté ceux qui sont pour la répression, ceux qui sont pour la prévention. Je le redis, si on ne fait pas les deux en même temps, on n'y arrive pas. Et il faut qu'il y ait la coordination de toutes celles et ceux qui travaillent sur ces sujets, la justice, la police, préfecture, maire, éducation nationale, bailleurs sociaux. Nous avons à Orléans des groupes locaux de traitement de la délinquance qui réunissent tous ces partenaires. On fait vraiment du sur-mesure et on a des résultats. Et en même temps, je le dis, ce sont des résultats fragiles parce que, vous avez raison, il nous manque un certain nombre d'éléments pour aller jusqu'au bout du traitement du problème. Mais je veux passer quand même un message à la fois très volontariste et un message là aussi un peu d'espoir. C'est pas une fatalité cette délinquance. Jusqu'à présent au niveau national, on ne s'est pas doté des moyens, des véritables moyens et de la stratégie pour remettre les choses d'aplomb. C'est-à-dire... On ne le fait pas depuis des décennies. D'associer, mais là, il y a on entend ce que vous dites, mais il y a, pardon de parler un peu brutalement, mais il y a une génération de foutus. Enfin, il y a des gens aujourd'hui qui sont dans la rue et avec qui, je suis peut-être très pessimiste, mais ces gens-là qui brûlent aujourd'hui des maternelles, je ne vois pas comment on va les récupérer. Écoutez, on avait eu sur Orléans, dans le début des années 2000, un gymnase qui avait brûlé, on avait eu une école qui avait été agressée, on avait des bagnoles qui brûlaient toutes les semaines. Bon, je dis ça, c'est terminé. Encore une fois, je suis très prudent. Il n'y a pas de sentiment, aucun sentiment de triomphalisme ou quoi que ce soit n'a pas. Tous les jours, on y est. Toutes les nuits, on y est. Il faut recommencer sans arrêt. Mais pardonnez-moi, Serge Grouard, vous parlez d'Orléans, mais est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que dans le pays, les incidents sont de plus en plus violents et de plus en plus fréquents? Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais parce que justement, on ne met pas... Je pense que ce qui nous donne des éléments de réussite, on a eu des échecs aussi, mais on a des éléments forts de réussite. Ce qui nous fait réussir, ce sont des ingrédients qui sont très pragmatiques, très volontaristes, et on est toujours au niveau national dans des grands discours, dans des grands blabla, mais on n'agit pas. Voilà. Et si l'on pouvait regarder ce que l'on fait, et peut-être parfois s'en inspirer comme nous nous inspirons de ce qui se fait dans d'autres villes. Il y a d'autres villes qui font des trucs super. Voilà, et ben je pense qu'on y arriverait, je suis sûr qu'on y arriverait. Voilà, ça c'est mon expérience, parce que ce qui marche dans telle ville peut marcher partout en France. Je vous trouve très optimiste quand on voit la situation. Moi aussi. Je suis volontariste, oui, je vois. Je suis très réaliste. Vous savez, on a eu encore des soucis sur Orléans il n'y a pas longtemps, donc je suis très réaliste, mais extrêmement volontariste. Je veux qu'on y arrive. Vous me disiez, il y a une génération foutue. Oui, il y a des gens dont on n'arrivera certainement jamais à faire quoi que ce soit, mais on a par exemple, comme d'autres villes le font, une école de la deuxième chance. On a des gens qui, soi-disant, étaient foutus. Aujourd'hui, on les a remis, j'allais dire à l'école, on les a remis dans le boulot. Il y a des échecs, il y a des réussites aussi. Il y a des réussites aussi. Alors, vous êtes volontariste et optimiste. J'ai eu, moi, des chefs d'entreprise qui ont monté des très grosses entreprises, des écoles de la seconde chance, ou en tout cas et ça s'est très mal passé. C'est-à-dire que 80% de ces jeunes, alors il faut le faire, c'est sûr, mais ne voulaient pas se lever, ne voulaient pas travailler sur une chaîne pour le SMIC, parce que c'est plus rapide et plus facile de gagner. Alors, c'est peut-être caricatural ce que je dis, sauf que le constat, il est là. Il y avait 80% des chefs d'échecs dans cette entreprise qui avait mis ces jeunes, proposé à ces jeunes de les embaucher dans une usine, je dirais pas le nom de la société, et la personne qui était responsable de ça était totalement désespérée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'envie d'aller plus loin. Peut-être Régis, je vous redonne la parole, Serge Grouard, Régis de Castelnau. Oui, alors, Alexis et Serge m'ont piqué mon sujet. Non, pas tout à fait, pas tout à fait. Si, vous allez voir pourquoi. Donc j'en profite, on va gagner un peu de temps, comme ça on pourra parler de Marlène Schiappa. Ah là là. Oui. Ce que je veux dire, parce que moi mon coup de gueule, c'était quoi? C'est que je viens de passer quelques jours où j'étais un peu au front pour essayer d'expliquer un certain nombre de choses concernant les décisions de justice qui ont suscité beaucoup d'émotions. J'ai entendu beaucoup d'âneries, beaucoup de contre-vérités et malheureusement
j'ai entendu également beaucoup de démagogie électoraliste assez pénible. Alexis demande pourquoi, à propos de cette école, pourquoi est-ce que les gens en arrivent là? C'est très simple. C'est parce que ces territoires sont abandonnés et ce sont d'autres systèmes qui se sont mis en place. Alors, et depuis 30 ans. Oui, absolument, depuis 30 ans. Et ça nous ramène... Alors, je vais dire... Pas revenir sur l'affaire Sarah Halimi, si ce n'est que on a tendance, je suis le premier à critiquer la justice, je l'ai fait dans mon livre, sur la justice politique, et sur ce qui est arrivé à Fillon et compagnie. Mais on s'en sert comme d'un bouc émissaire, alors que les responsabilités sont ailleurs, elles sont directement politiques. Alors sur l'affaire Halimi, on est venu, j'ai entendu énormément de choses. Je tiens à préciser que la justice française, à cette occasion, a fait ce qu'elle devait. En France, on ne juge pas les fous. 6 experts psychiatres, dont un de mes amis, Paul Bensussan, qu'il est difficile de qualifier d'antisémite. Je peux vous poser une question ? Alors, attendez, laissez-le aller au bout, laissez-le aller au bout de sa démonstration. Mais je répondrai, parce que j'ai beaucoup intervenu là-dessus. Bon, non, ce que je veux dire, c'est que, les experts, dont Paul Bensussan, qui a écrit un article dont j'invite à la lecture. Remarquable dans Marianne, on en a parlé avec Philippe Bilger hier, et qui est très éclairant sur la décision qui a été prise. Paul est un ami, c'est difficile de le traiter d'antisémite. Donc, la justice française a pris cette décision parce que Kobili Traoré était en état de démence au moment des faits et que depuis l'Antiquité, on ne juge pas les fous. Je suis content que la France respecte ce principe. Alors, vous allez revenir. Hélas, on est obligé de marquer une pause parce que vous étiez sur une très belle lancée. Voilà, c'était parti. Et alors, c'était mon coup de gueule à moi aussi, cette justice, ces réactions d'indignation, d'émotion. On va y revenir dans un instant. À tout de suite. Débat tout à fait passionnant que vous avez lancé, Régis de Castelnau, à propos donc de ces procès qui sont faits à la justice après les verdicts de l'affaire Halimi, de l'affaire de Viry-Châtillon. De plus en plus, nous nous indignons, nous réagissons avec émotion à certains verdicts qui ne nous semblent pas aller dans le sens de celui qui nous semble être une évidence. Et donc, je vous laisse continuer sur vous évoquiez l'affaire Halimi, où effectivement on a du mal à comprendre que cet homme qui a crié Allahu Akbar en jetant Madame Halimi du balcon ait été considéré comme fou. Je crois que c'est la question que voulait poser Virginie Leguet, c'est ça? Oui, je voulais m'adresser à l'homme de loi que vous êtes et que je ne suis pas. Mais il y a quand même une question, j'imagine que c'est la question que beaucoup se posent. Comment peut-on reconnaître l'antisémitisme d'un acte et dire que, comme il était sous emprise délirante, il n'est pas responsable de cet acte? J'ai beaucoup de mal à comprendre ça. L'articulation de la justice en cette espèce. Alors, si vous voulez, vous n'êtes pas psychiatre, moi non plus. C'est ça. À cette question, je réponds parce que m'a répondu Paul Bensussan, par exemple, qui est un psychiatre expert, assermenté, inscrit sur les listes de la Cour de cassation, comme les 5 autres qui étaient de son avis. Le seul qui était plus nuancé, c'était Zagori, qui parlait d'altération et non pas d'abolition du discernement. Et la réponse, c'est oui, on peut être en état de démence, c'est-à-dire irresponsable au sens de la loi française, en étant antisémite aussi. Si vous voulez, les fous peuvent être antisémites. Donc, le problème, si vous voulez, c'est que la consommation de hashish, cette notion d'antisémitisme, ne sont pas, je veux dire, les facteurs. Les seuls facteurs qui ont abouti à cet état de démence. C'est multifactoriel. Mais ce sont malgré tout des facteurs déterminants. Peu importe. Oui ou non, était-il à ce moment-là? Vous voyez, vous revenez sur la cause ou une espèce, vous réintroduisez, ce que je comprends. J'essaie de comprendre, pardonnez-moi Régis. Cette décision, je la regrette aussi, je connais bien le dossier, ça a été abominable, ce qui s'est passé, mais absolument abominable. Elle a été torturée. Oui. Affreux et finalement défenestré, etc. Je dis simplement, parce que qu'est-ce que j'ai entendu? Il est à l'UMD de Villejuif. Je ne souhaite à personne de se retrouver à l'UMD de Villejuif. C'est l'unité médico... Ce que je veux dire simplement, c'est que on a demandé, parce que la justice, elle fait avec
ces armes, si vous voulez. C'est relatif, c'est celle des hommes. Hein. Bon, on ne juge pas les fous, principe absolu de civilisation. Donc, comment est-ce qu'on peut apprécier si la personne est folle ou pas? Eh bien, on s'adresse à des professionnels que l'État, enfin, que nous avons formés, etc., à qui on a fait prêter serment, et on leur demande leur avis. Et ils rendent une expertise et ils disent oui, il était en état de démence au moment des faits. Hein. Donc, mais est-ce que l'expertise d'un psychiatre fait jugement? C'est ça ma question. Oui. Non. Vous avez raison de poser la question, hein, mais le tribunal conserve sa souveraineté. Oui. Mais éclairé par ces 6 expertises, par ces 6 experts, il a effectivement considéré en son âme et conscience, en tant que juge, avec ses limites de juge. Hein. Mais je rappelle quand même qu'il y a eu 3 juges d'instruction, 3 magistrats de la chambre d'instruction, hein, et 12 magistrats de la Cour de cassation qui ont lu tout le dossier et qui ont considéré que c'était la décision qu'il fallait prendre. Elle n'est pas bonne, c'est pas le bon terme, c'est la décision d'un état de droit, hein, et qui dit on ne juge pas les fous, on a fait toutes les procédures régulières permettant d'avoir une opinion, et l'opinion, la seule qui compte, c'est celle du juge, et le juge a considéré ça. Tout ce qu'on entend autour, y compris quand j'entends le président de la République, relayé par M. Attal, venir dire il faut changer la loi, je trouve ça mais scandaleux, vraiment profondément scandaleux. Viry-Châtillon, Valérie, il n'y a pas de raison que je privilégie Virginie. Valérie, donc, Viry-Châtillon, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est celle de ces quartiers abandonnés. Mais ils sont pas. Arrêtez de dire qu'ils sont abandonnés, ces quartiers. Enfin, il y a justement des policiers. Il y a eu un pognon de dingue qui a été déversé sur ces quartiers. Donc, il faut arrêter de dire d'avoir cette excuse de l'abandon qui est insupportable au bout d'un moment. Si vous il y avait des policiers qui stationnaient justement pour surveiller. M'empêcher de finir mes phrases. Allez-y. Pauvre Régis. Bon, Madame le procureur, ces quartiers ont été abandonnés à la mafia. C'est-à-dire que ce sont des systèmes qui sont en dehors de la République, ce sont des territoires qui sont gérés avec une autre économie, que certains veulent intégrer dans le PIB, hein, le trafic de drogue. Ce sont des endroits qui sont dirigés, organisés par la mafia. Or, la mafia, hein, qui est un système qui s'installe quand il n'y a plus d'État, cette mafia, elle régule les rapports sociaux. Et j'arrive à Viry-Châtillon lorsqu'il y a eu cet attentat abominable. Je rappelle au passage qu'on a eu un président de la République qui a refusé d'aller voir les policiers à l'hôpital, qui s'est précipité chez Théo, hein, rappelez-vous. Hein, c'est lui le vrai responsable. Celui à qui il faudrait demander des comptes, c'est celui-là et naturellement son successeur. Bon, on ne va pas faire une tribune Castelnau que ça. C'est intéressant ce que vous dites, mais il faudrait qu'on débatte. Donc, je termine sur Viry-Châtillon. Hein, c'est que les policiers ont fait leur boulot, ils ont essayé, pression sur les témoins, violence, omerta, etc. Et ils ont bricolé un dossier qui est soumis au tribunal, à la cour d'assises. Je rappelle que ce sont des jurés populaires, 6 en première instance, 9 en seconde instance. Hein. Ils n'ont pas pu prendre une autre décision que celle-là sur un dossier branlant. Je suis désolé, la justice, elle travaille sur des preuves, elle travaille sur des convictions, etc. Ce dossier, on n'a pas été capable de le faire. Ce qui est vrai, c'est que Maître Liénard a lui-même dit qu'il y a eu des défauts dans l'enquête et que ces défauts-là ont permis à ceux qui voulaient, à la partie adverse, de s'engouffrer dans la brèche. Oui, mais elle a fait son boulot. Et puis, si vous voulez, on ne condamne pas si on n'a pas les éléments, si on n'a pas les preuves, si on ne peut pas prendre une décision légitime. C'est pas la justice qui a été laxiste. Elle n'avait pas un dossier permettant de faire autre chose. Votre propos, peut-être qu'on peut faire débattre là-dessus, c'est aussi ces commentaires qui sont faits quand on ne connaît pas le fond du dossier. C'est-à-dire que tout le monde, il y a eu 66 millions de sélectionneurs. On a 60 millions de procureurs, Alexis Poulain et après Le pire, c'est ceux qui ont la parole autorisée, les élus, les hommes politiques et les femmes politiques en campagne, qui ont raconté tout et n'importe quoi de manière éhontée, décomplexée, tout simplement pour essayer de récupérer des voix. À un moment, il va falloir que ces gens-là se mettent des seaux d'eau froide sur la tête pour redescendre d'un ton. Parce que la course au fascisme, elle emmène simplement au fascisme. Hein. Elle n'emmène pas à plus de démocratie, mais moins de démocratie. Donc les petites phrases, les à peu près, et les mensonges, parce que c'était ça en l'occurrence, ça suffit. Je crois qu'il y a une responsabilité
responsabilité de ces gens-là qui est en train de totalement les quitter parce qu'on est dans l'ère de l'outrance. Hein, les réseaux sociaux en font partie, mais regardez, c'est pas des réseaux sociaux qui ont été outranciers ces derniers jours, c'est des hommes et des femmes politiques. Donc que ceux-là se mettent un seau d'eau froide sur la tête et qu'ils arrêtent de raconter des conneries. Le garde des Sceaux, parlons de rafle. Serge Grouard, sur ce débat. Oui, le débat est tout à fait intéressant. Il est posé et pour une fois, ça fait du bien qu'effectivement qu'on puisse débattre posément de sujets qui sont extrêmement graves. Moi, je voulais revenir sur ce qui a été dit par Régis sur la question de l'état de démence. J'entends parfaitement la logique qu'on ne juge pas quelqu'un qui est en état de démence. Mais là, si j'ai bien compris, et moi je ne vais pas trop en parler parce que je ne connais pas vraiment le fond, je suis un peu un des 67 millions de sélectionneurs, donc je fais gaffe, je suis réservé. Mais il me semble que l'agresseur était sous l'emprise de drogue et que c'est ce qui a notamment conduit à l'état de démence. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai lu. Alors, c'est vrai, c'est faux. Si c'est vrai, ça pose la question de savoir, il suffirait, entre guillemets, vous comprenez ce que je dis, il suffirait d'être dans un état, sous un état de drogue pour à ce moment-là être défaussé de toute responsabilité. Non, c'est pas ça du tout. Il était dans un état de démence qui a été accentué par la drogue. Non, parce que si vous lisez cet article, vous tapez Sarah Halimi Marianne, Bensoussan dit que c'est son unique interview. Il explique d'ailleurs que les prélèvements qui ont été faits montrent qu'il n'avait pas un très fort taux de cannabis. Donc pour reprendre ce que disait Régis, ce sont des conneries de dire qu'il a fumé un pétard et que c'est même si c'était quelqu'un qui avait l'habitude d'en fumer beaucoup. Alors laissez terminer Serge Grouard. Non, c'était ça, c'était ma question. Je voudrais répondre pour permettre d'éclairer le sujet. Alors je voudrais répondre justement, si vous voulez. C'est un constat objectif. Vous êtes fou au moment des faits. Attention, c'est très important. En état de démence au moment des faits, c'était l'ancienne définition que je préfère d'ailleurs. Et donc l'origine de sa démence, elle est multifactorielle. La surconsommation de cannabis a joué un rôle. C'est incontestable. Bien sûr. C'est incontestable. C'est un gars qui fumait 30 à 40 joints par jour, qui n'a jamais rien foutu de son existence, qui était dans un logement social, abandonné comme ça. Effectivement, je ne sais pas de quoi il vivait, de petits trafics. Ça aussi, je parle d'abandon. Mais ça, vous comprenez aussi ce que disait Virginie. Moi, je me situe aussi du côté de la victime, là. De la famille. Des victimes, c'est dramatique, c'est terrible. C'est complètement terrible. Et vous comprenez, Régis, ce que disait Virginie, c'est-à-dire qu'on a du mal à comprendre. Quand vous dites qu'il était fou au moment des faits, comment on arrive à le déterminer? Alors, c'est le boulot des psychiatres, mais on a du mal à comprendre ça. Alors, Valérie, si vous avez une autre méthode, il faut me la donner. Il faut la donner à la justice. Mais nous, on a une justice qui est celle des hommes, avec ses limites, qu'il faut accepter. Et donc, c'est la technique qu'on a trouvée. On a dit, on sélectionne des experts psychiatres, on les forme, etc. On leur fait prêter serment et ensuite, on leur demande leur avis. Vous reconnaissez que c'est difficile à comprendre pour un citoyen lambda. Mais c'est pour ça aussi, et c'était le propos, je pense, de Régis, c'est-à-dire d'être prudent aussi dans nos indignations et dans nos commentaires quand on ne connaît pas le fond du dossier. Je rappellerai l'affaire Jacqueline Sauvage, condamnée par 2 cours d'assises à 10 ans de prison et libérée sous le coup de l'émotion du public et d'un président émotif. On va dire ça comme ça. Allez, on se retrouve dans un petit instant avec vous sur Sud Radio. Alors, il nous reste un quart d'heure de débat parce que je vais passer le relais à Christine Bouillot dans un instant pour le décollage de Thomas Pesquet. Bah oui, il a la priorité sur vous aujourd'hui. C'est scandaleux. Alors, peut-être quand même revenir sur la conférence de presse de Jean Castex, extrême prudence du déconfinement. On se demande un petit peu à quoi servent ces conférences de presse. Et ce que je disais en préambule, force est de constater que s'il ne parlait pas, on dirait il parle pas. Alexis Poulain. Mais non, mais il parle pour ne rien dire, donc ça commence à se voir. Alors c'est vrai, on s'était habitué à cette conférence hebdomadaire, et là elle revient. C'était en plus l'anniversaire d'Olivier Véran. Ils se sont envoyés des petites fleurs comme ça. Vous n'êtes pas si vieux, monsieur le Premier ministre. Ah bah bon anniversaire, monsieur le ministre. Formidable. Tout ça pour dire quoi? Qu'on va ouvrir les fenêtres dans les écoles? Génial. Et que oui, les vaccins arrivent, mais attention, il faut y aller. À AstraZeneca, il faut y aller, sinon on va perdre les stocks. Mais autant ne rien dire. Le pire, c'est la manipulation communicationnelle, c'est-à-dire que quand Castex présente les courbes, il enlève la courbe française parce qu'elle est affreuse. Elle est en haut, elle est totalement erratique. C'est celle qui fait des hauts et des bas, qui est au top du top. Et là, les cabinets de conseil qui sont là à faire les slides du PowerPoint qui présentent,
enseignantes lui disent non, mets pas la courbe française parce que ça va juste montrer que la politique du gouvernement est totalement ridicule et médiocre, voire nulle depuis un an. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la courbe. Ça se voit. Ils sont complètement largués dans cette crise sanitaire. Et je crois que la France, on a beau... Alors, à chaque conférence de presse, on est les meilleurs, on est les champions, on a appris de nos erreurs. Non, on est les plus nuls et on continue à patauger dans la semoule avec... on rattrape toujours 3 mois, 1 semaine, 3 semaines de retard pour dire que tout va bien. Là, on a enfin contrôlé par quarantaine les vols qui arrivent de l'étranger. Le Brésil rentre dans la liste, mais ça y est, le variant brésilien, il est déjà sur le sol territoire national. Ça, petite parenthèse, effectivement, quand on dit vendredi prochain, c'est-à-dire qu'on se dit que le variant indien va attendre vendredi prochain. C'est l'Indien, mais voilà. Ou alors il va se dépêcher de rentrer en France. Venez les enfants, venez prendre de l'Indien. On ne prend pas la décision tout de suite. Non, mais il y aura du curé à la cantine dès lundi. Non, mais sérieux. Et franchement, en plus, cette question à laquelle moi j'ai pas eu de réponse, c'est-à-dire quand on arrive d'Inde en passant par la Belgique, voilà, c'est ça, par la Belgique. Mais il y a le blablablus où tout le monde a chopé le variant indien. Quand on arrive du Brésil en passant par le Portugal, quels sont les contrôles qui sont faits, Virginie? Politiquement, je serais moins sévère que mon camarade Alexis Poulain. Moi, ça m'a... c'était une conférence qu'on ne voyait plus ces derniers jeudis et qui revenait. Ah, ça nous avait manqué. Mais il était inévitable que l'exécutif allait aller dans le sens d'Emmanuel Macron, ou en tout cas dans le sens où Emmanuel Macron veut aller depuis des mois. Il n'y aurait pas de déconfinement et il va y avoir une relâche, alors qui sera beaucoup plus progressive que ce que peut-être certains imaginaient, mais une relâche progressive des lieux de culture, puis des commerces, à partir du mois de mai, du mois de juin. Ce qui m'a plus intéressé, parce que ça, franchement, je m'y attendais, j'ai pas eu de surprise, je savais que ça allait aller dans ce sens-là et qu'Emmanuel Macron ne reviendra jamais en arrière. Il ne peut plus maintenant revenir en arrière face à la non-acceptabilité des Français, face à encore des mesures de rétorsion et de réduction de leur liberté personnelle. Mais ce qui m'a plus intéressé, c'est qu'enfin, ils prennent à bras-le-corps le problème de l'AstraZeneca, qui depuis des semaines fait l'objet de bouderies, pour ne pas dire de boycott des Français. Et entendre Jean Castex puis Olivier Véran dire clairement des choses que finalement on avait besoin d'entendre sur l'AstraZeneca, sur l'efficacité de ce vaccin, sur le fait que tout était pire que de se faire vacciner et rien n'excusait de ne pas se faire vacciner. J'ai trouvé que c'était intéressant. Le gouvernement enfin assume ses responsabilités. J'aurais aimé qu'ils disent qu'ils s'étaient un peu plantés et que les différentes contradictions entre les préconisations du début qui étaient pour les moins de 65 ans et puis les préconisations d'aujourd'hui qui sont pour les plus de 55 ans, puis la suspension. J'aurais aimé qu'ils disent que là-dessus, ils comprenaient que ce soit difficile à comprendre pour les Français, mais enfin ils prennent leurs responsabilités et ils disent allez vous faire vacciner, c'est très important. L'AstraZeneca est un très bon vaccin. Ça fait des mois qu'ils ne disaient rien et que l'affaire ne cessait de gonfler. On n'y croit pas, le mal est fait. Le mal est fait. Non, parce que finalement, ils ont dit aussi une chose qui m'a surprise. Ils disent qu'il ne restait qu'un quart des flacons d'AstraZeneca disponibles et que les 3 quarts avaient été utilisés. Et puis, ils ont rappelé les chiffres dans le monde de ceux qui avaient été vaccinés à l'AstraZeneca et ils ont mis en perspective ces chiffres-là avec le très faible quantité d'incidents. Oui, ce matin, le docteur Hamon, qui est un médecin généraliste, disait qu'il n'avait eu aucune annulation. Il vaccinait 12 personnes ce matin et qu'il n'y avait pas eu d'annulation avec l'AstraZeneca pour ça aller peut changer les choses. Voilà. Serge Grouard. Écoutez, moi, ce qui me frappe depuis le début de cette crise et que je vis comme maire, c'est que nous sommes toujours en retard et je partage la sévérité d'Alexis Poulain. Là. On est tout le temps en décalage de phase, tout le temps en retard. Sauf un domaine, pardon. Il y a un domaine où on n'est pas en retard et même en avance, c'est l'autosatisfaction quand même du président de la République et du gouvernement. Là, celles-là sont quand même impressionnantes et finissent par être agaçantes. Je vous donne 1 ou 2 exemples. On fait grand cas de rouverture des écoles, etc., les autotests et tout. Et moi, je les attends. Alors peut-être sont-ils arrivés ce matin, là, à l'heure où nous parlons, mais pour l'instant, je n'ai pas vu le début d'un autotest. Non. Bon, et on va arriver comme ça à la fin de la rentrée. C'est lundi la rentrée. Oui, c'est lundi. Justement, ça s'organise. On n'arrive pas avec des paquets d'autotests en disant les enfants, débrouillez-vous, faites comme vous voulez. Tout cela, ça se prépare. On en est à je ne sais plus combien, je crois que c'est le 6e ou 7e règlement pour les écoles. Ouais.
On change ça tout le temps, de telle sorte qu'à l'extrême, les responsables, les personnes finissent par ne plus les lire, parce que dès qu'on en a lu un, il faut s'adapter, il faut changer, etc. On a des consignes qui sont totalement aberrantes, absurdes, par exemple pour les cantines scolaires. Je peux multiplier les exemples. C'est un véritable fiasco à tous les étages et tous les domaines. Et puis, ce qui est encore plus agaçant, c'est cette manière, je le dis, de transformer la réalité des chiffres. Je vous donne un exemple. Sur le Loiret, on nous dit on a vacciné 108 000 personnes. 108 000 personnes sont vaccinées sur à peu près presque 700 000 habitants. Hein, d'accord ? Donc on se dit, ça vient, c'est quand même pas mal. Sauf que de gens qui maintenant sont protégés, ce sont ceux qui ont eu la deuxième dose. Et là, on tombe à 38 000. D'accord ? Vous voyez la manière de présenter les choses. On est déjà partiellement protégé avec une première dose au bout de 2 semaines après la première dose. Oui, mais enfin, si on fait la deuxième, c'est qu'on en a besoin, à mon avis. Bien sûr, mais bien sûr. Oui. Je pense. Oui, alors Régis moi, je vais... Effectivement, je suis d'accord avec Serge et Alexis concernant la façon dont c'est géré, l'amateurisme qui apparaît. Je ne sais pas si c'est totalement le cas. Et puis les problèmes de logistique. Enfin, c'est pas normal que sur les autotests, il n'y ait pas quelqu'un qui descende dans les ARS et qui règle tout ça. Enfin, voyons. Bon, je voulais dire une bêtise pour détendre l'atmosphère. Second degré, je fais attention parce que le premier degré, malheureusement, il fait des ravages. Efficacité des vaccins. Donc, j'ai eu ma deuxième dose Pfizer. Donc, je suis normalement, protégé contre les formes graves, mais je tiens à dire que je n'ai pas la 5G. Désolé, j'espérais bien avoir effectivement pouvoir capter la 5G. Et ben malgré tout ce que j'ai entendu, je ne l'ai pas eu avec ce vaccin. C'est désolant. La protection de la maladie, ça, je pense que c'est bon. Non, écoutez, je sais pas, ce qu'on peut dire de plus, ce qui a été dit. Non, mais si vous voulez, allez-y. On est toujours encore une fois, il y a des choses sur lesquelles on peut comprendre. Il y a des difficultés qui s'imposent à nous. Donc, on ne va pas demander à un gouvernement de faire tout parfaitement parce que ce n'est pas possible. Il y a des aléas, il y a des contraintes, il y a des difficultés, tout ça, on en est d'accord. Mais en retour, il y a ce qui relève de la responsabilité dans le processus de décision. Et depuis un an, on voit ce qui ne va pas dans le processus de décision et on ne change rien. Ça fait un an. C'est vrai, c'est ça qui est assez c'est ça qui est étonnant. Si je peux aller dans ce sens, c'est d'autant plus dommageable que Emmanuel Macron avait annoncé pendant la campagne présidentielle son intention de réviser en profondeur l'administration et le fonctionnement de cette administration, et que nous sommes 4 ans après, rien n'a été fait, et que ça fait, je termine, rien n'a été fait, et que ça fait un an que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il se retourne vers son administration fantôme en disant je suis pas du tout content. Mais moi, j'aurais bien aimé qu'ils prennent le problème à bras-le-corps plutôt que de supprimer l'ENA et qu'ils s'attaquent réellement à la réorganisation de l'administration. Il le fait comme un énarque, c'est-à-dire qu'il a modifié l'ENA, c'est l'ISP, et il s'attaque au grand corps. L'ENA ne changera rien. Mais il le fait comme un énarque, c'est-à-dire qu'il le fait par le haut. Il n'a pas compris. Ça ne changera et donc rien. il s'attaque au grand corps, et là les préfets vont être notés. Il y aura maintenant des évaluations des préfets qui vont devenir des managers des territoires. Mais donc ça ne changera rien. Qu'est-ce que ça montre, cette crise? C'est que Emmanuel Macron est un énarque. Donc voilà, on le savait, à la tête de l'État, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Le problème, c'est que c'est un énarque start-upper en plus. Il se croit chef d'entreprise et il fait de la com, comme dans les start-up. C'est-à-dire qu'au lieu de produire, il vend du rêve. Et là, quand il s'agit de produire des flacons, de vacciner, de faire de la logistique, il n'y a plus personne, parce qu'il faut sortir des vrais objets, des vrais produits, organiser des choses. La com, ça marche. Quand il s'agit de faire des choses, il n'y a plus personne. Et c'est ça que ça montre, cette crise du coronavirus. C'est qu'on ne peut pas gouverner en faisant de la communication. Non, ce que ça montre, c'est qu'il n'arrive pas à contrôler son administration, qu'il n'a pas de pouvoir effectif sur son administration, et qu'il a renoncé à l'avoir, ce pouvoir. Allez, Thomas Pesquet ne va pas nous attendre. Il ne va pas attendre qu'on ait fini nos débats. On va aller retrouver Christine Bouillot, qui est à Toulouse, à la Cité de l'Espace. Christine, vous êtes là? Oui, Valérie, bonjour à tous. Bonjour, édition spéciale sur Sud Radio pour suivre évidemment cet événement avec vous, avec vos invités. Vous êtes avec Christophe Chaffardon et on vous retrouve dans un tout petit instant.